que nous parlions ce jeudi soir, 25 août 2016, de la question des aspects en astrologie. Il semble bien que cette question-là soit absolument centrale en astrologie. Beaucoup plus importante que d'autres questions. Et il semble bien que de nos jours, on n'ait pas pris toute la mesure de l'importance des aspects. Et cela tient à ce qu'on l'on attende des informations d'ailleurs. Comme on sait, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Cet ailleurs, ce sont les noms des planètes, ce sont les noms des signes du zodiaque, qui ont l'avantage et l'inconvénient de nous fournir des significations et des indications sur ce que l'on peut comprendre d'une certaine planète et sur ce que l'on peut attendre du passage de cette planète dans un certain signe. On laissera de côté pour l'heure la question du zodiaque tropical ou sidéral, qui n'est finalement qu'un problème relativement annexe, comme on va le comprendre. Donc, le poids de ce qu'on peut rappeler une symbolique, un ensemble une sémantique, si l'on veut, constituée par la signification des dieux et des mois. Car en fin de compte, c'est de ça dont il s'agit. Les dieux de la mythologie d'un côté, que les astronomes ont utilisé pour désigner et distinguer les planètes entre elles. Et comme il n'y avait pas beaucoup de planètes, on n'a pas utilisé tous les dieux. Ce qui est un petit peu étrange, parce que d'après quels critères a-t-on choisi ces dieux-là et pas d'autres pour désigner les planètes? Les grands absents étant notamment les deux frères de Jupiter, qui sont Neptune et Pluton. Et en ce qui concerne les 12 mois, il s'agit d'une symbolique, d'une iconographie, qui est populaire, qui nous parle de la vie des sociétés tout au long de l'année. Ce zodiaque ne nous parle pas de l'évolution de la nature et des saisons, mais des effets des saisons sur la vie des hommes. Notamment en rapport avec l'agriculture, la nourriture. Donc, les deux mamelles de l'astrologie actuelle seraient effectivement, pour parler comme Sully, les significations, les noms des dieux et les noms des mois, qui tous les deux ont été utilisés pour désigner respectivement les astres du système solaire que l'on connaissait dans l'Antiquité et les différents moments du cycle de la planète. Toute planète
tout au long de l'écliptique. Division donc en 12 sur le modèle des 12 mois. Voilà la situation, voilà l'état des lieux. A contrario, les aspects apparaissent quelque peu comme un parent pauvre. Les aspects, il y a les bons aspects, les mauvais aspects, les carrés, les trigones, tout ça n'est pas, est très très excitant. Beaucoup moins excitant apparemment que Mercure, Vénus, Saturne, le Bélier ou les Gémeaux. Et par conséquent, les aspects, dans la pratique que je peux observer aujourd'hui, et depuis 50 ans, que j'observe le milieu astrologique, les aspects, c'est plutôt une forme de manichéisme qui va nous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Ça va pas très très loin. Alors que les 12 signes, les dieux, tout ça, c'est que ça donne quand même une certaine consistance au discours de l'astrologue. Ça, il y a un côté pittoresque. Il y a quelque chose qui peut fasciner dans le maniement des dieux et des animaux. Le bélier, le taureau, avec des noms étranges, monstrueux un petit peu. Tout ça, ça peut servir dans l'interprétation, ou en tout cas dans la communication. Un peu comme le latin chez les médecins de Molière. Et en vérité, moi je propose de ne pas se servir de tout cet attirail, de tout cet arsenal. Pour retrouver l'astrologie originelle, il faut évacuer ces éléments qui ont été entérinés par l'astronomie, certes, mais contrairement à ce qu'une dame me disait l'autre jour, dans un mail, qui ne sont pas à proprement parler de l'astronomie. Ce n'est simplement qu'une façon commode de désigner les choses, ni plus ni moins. Ça ne va pas plus loin. Donc peut-on, comme le souhaitait Kepler, Johannes Kepler, il y a à peu près 400 ans, peut-on envisager une astrologie qui ne fonctionnerait que sur les aspects? Parce que Kepler avait compris que toute cette symbolique zodiacale, en tout cas, n'avait pas beaucoup d'intérêt. En revanche, il n'avait pas évacué les planètes. Il n'avait pas évacué le nom des planètes. Enfin, on ne va pas rester fixé sur Kepler, qui est un réformateur de l'astrologie, qui a cru bon d'ailleurs d'ajouter des aspects supplémentaires. En tout cas, au XVIIe siècle, il y a eu de nouveaux aspects qui sont apparus comme ça, comme le quintile, 360 degrés divisé par 5, ce qui donne les 72 degrés. Je ne sais pas si c'est très sérieux tout ça. Alors, en tout cas, l'idée, l'intuition est... Parce que souvent, chez beaucoup de penseurs, ils ont une bonne intuition et puis la réalisation n'est pas terrible. Pas très viable. Donc, je répète ma question. L'astrologie peut-elle se passer de ces prothèses zodiacales et mythologiques pour fonctionner? Moi, je réponds oui. Absolument. Mais évidemment, il faut poser le problème à l'envers. Il faut dire, non pas ce que l'astrologie doit faire, mais ce que l'astrologie peut faire.
Et souvent, les gens confondent le pouvoir et le vouloir, et le devoir. On voudrait bien que l'astrologie puisse faire ceci ou faire cela. Les clients voudraient bien que l'astrologie puisse dire ceci ou cela. Mais la question, c'est de savoir ce que l'astrologie peut faire avec les moyens qui sont les siens. Et ces moyens, elle ne doit pas vivre au-dessus de ces moyens. Et donc, elle ne doit pas s'endetter en empruntant ici et là des éléments, des facteurs qui viendraient soi-disant l'enrichir, mais qui en réalité l'embrouillent. Et puis alors, à propos des aspects, j'ai ironisé tout à l'heure sur la volonté de Kepler d'en ajouter, d'en rajouter. Je crois au contraire qu'il faut rester avec une théorie très binaire des aspects astrologiques, à savoir la conjonction et l'opposé de la conjonction, qui est l'opposition, si on se situe sur un système de 360 degrés, et qui est le semi-carré si l'on divise en 4 fois 90 degrés. Comme le font d'ailleurs les astrologues allemands de l'école de la cosmobiologie de Reinhold Hebertin à Halle, que j'ai bien rencontré et qui m'a inspiré en 1971, en l'été 71, il y a donc 45 ans. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu dans cette polarité, conjonction, opposition, ou si on préfère, conjonction, élongation? C'est un terme que je préfère parce que il permet de travailler sur un certain type d'aspects sur lesquels je ne rentrerai pas aujourd'hui, qui sont les aspects de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, qui balisent l'écliptique. Alors, justement, à ce propos, est-il bien raisonnable de diviser en 12 temps successifs bien distincts la course d'une planète? C'est vraiment l'usine à gaz. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire Saturne est en Scorpion, il va se passer ceci ou cela, ça donne telle et telle tonalité, et de laisser entendre que ce climat ne reviendra que lorsque Saturne reviendra en Scorpion, après avoir traversé tout le zodiaque. Je crois que c'est beaucoup trop embrouillé, beaucoup trop compliqué. Moi, je suis pour une approche binaire. Saturne est conjoint, mais on peut utiliser d'autres facteurs que les miens, mais la philosophie générale est la même. Saturne est conjoint, pas Saturne en tant que s'appelant Saturne, mais un astre qui s'appelle Saturne, et dont on ne va pas tirer des significations parce qu'il s'appelle Saturne, vous comprenez bien. Et je rappelle qu'avant que les planètes prennent les noms de Dieu, ils étaient désignés par d'autres façons, comme leur apparence, leur clarté, leur couleur, etc. Donc la mythologie n'est pas venue immédiatement qualifier, comme on pourrait le croire, les planètes. Et, pas plus que d'ailleurs les maisons astrologiques telles que nous les connaissons, ne sont apparues immédiatement pour désigner les différents secteurs du mouvement d'Uran. C'est aussi un découpage. Dans un premier temps, il y avait d'autres façons d'en parler. Et Ptolémée, d'ailleurs, parle de cette autre façon, et pas de la façon que l'on aura adoptée par la suite. Bon, alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on peut bien étudier qui est ce processus où les deux facteurs
considérés tantôt se joignent, tantôt s'éloignent. C'est un questionnement qui a intéressé en son temps, il y a une cinquantaine d'années, André Barbeau, à sa façon, puisque sa courbe prévoyait un mouvement binaire avec tantôt une concentration de planètes, tantôt une dispersion des planètes. Donc il a travaillé là-dessus. Maintenant, les significations qu'il a entendu donner, conférer à ces deux mouvements, on pourrait en discuter. Parce que la question est là. Qu'est-ce que on peut étudier avec un tel dispositif? Qu'est-ce qu'on peut étudier? Quels sont les phénomènes sociaux qui se prêtent à ce genre de dialectique? Question que je pose. À quoi vous penseriez si on vous disait, voilà, l'astrologie nous parle de quelque chose, d'un rapport, d'une relation qui tantôt s'éloigne, tantôt se rapproche. Par exemple, vous pourriez être tenté de me dire, les hommes et les femmes. D'où l'importance que j'accorde, d'ailleurs, à cette question de l'homme et de la femme en astrologie. Alors que beaucoup d'astrologues, notamment féminins, ne veulent pas entendre parler de cette problématique. Complètement bloqués. Dès qu'on parle de ça, vous êtes misogyne, vous faites des différences qui n'ont pas de lieu d'être, etc. Donc il y a un obstacle, comme dirait Bachelard. Alors là, il y a un blocage. Blocage. Alors, il y a d'autres dialectiques que celle-là. Je dirais qu'il y a une dialectique rousseauiste, en quelque sorte. C'est-à-dire le peuple et puis les chefs. Bon, c'est quand même un phénomène extrêmement intéressant, ça. On l'a vu il y a quelques années avec le printemps arabe, où le peuple a balancé par la fenêtre, en quelque sorte, ses chefs, dans plusieurs pays, ou en tout cas a essayé de le faire, depuis la Tunisie jusqu'à l'Égypte, en passant par la Libye et la Syrie, avec des fortunes et des lendemains divers. On pourrait parler aussi de 1989, avec effectivement cette espèce d'éjection d'un certain nombre de chefs, compromis avec l'empire communiste russe. Alors, vous voyez que c'est déjà pas mal, parce qu'on a d'un côté l'astrologie mondiale qui nous permet de parler des révolutions, qui nous permet de parler de la façon dont le peuple prend le pouvoir ou perd le pouvoir. Et puis, d'autre côté, il y a les relations privées entre les hommes et les femmes dans le couple. Tout ça est concerné virtuellement par cette théorie des aspects. Conjonction, opposition, conjonction, élongation. Vous me direz, ah oui, c'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas aller plus loin dans la description. Pourquoi voudrait-on aller plus loin? La seule raison pour laquelle on aura été tenté d'aller plus loin, c'est parce qu'on aura suivi un raisonnement inverse de celui que j'ai tenu. À savoir, puisqu'il y a toutes ces planètes qui existent en astronomie, puisqu'il y a tous ces signes, tous ces symboles qui existent en astrologie et en astronomie, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc, comme disait André Barbeau dans De la psychanalyse et de l'astrologie, puisque le modèle est compliqué, ça veut dire que ça doit étudier des choses compliquées. Et ça doit éviter ce genre de discours qui a été tenu en 61, les éditions du Seuil, De la psychanalyse et de l'astrologie. Alors, donc, effectivement, soit, et là on a deux options, soit on part d'une astrologie compliquée et on dit, il faut bien
que tout ça, ça serve à quelque chose. Et donc on va être obligé d'appréhender une réalité compliquée. Et si elle est si compliquée que ça, ben elle ne peut pas être observable, parce que ça devient trop difficile à observer. Et ça, c'est vraiment un écueil majeur. Surtout si c'est à un niveau individuel. Parce que observer, c'est comparer. Observer, c'est voir des convergences. C'est pas étudier des cas individuels. Donc déjà, l'astrologie individuelle est complètement hors du champ scientifique, de toute façon. Donc soit, effectivement, on suit cette théorie, modèle complexe, donc réalité complexe, soit on dit, simplifions le modèle, élaguons le modèle, décantons le modèle, et appliquons ce modèle à une unité beaucoup plus simple. C'est l'un ou l'autre. C'est là le problème. À vous de juger.